Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Saviez-vous que l'intégrale de la série Camelot était dispo sur YouTube? Et l'intégrale de HeroCorp aussi. Et l'intégrale de Caméra Café. C'est dingue, non? Hein, quoi? Vous ne le trouvez pas de votre côté? C'est parce que vous êtes localisé en France. Mais est-ce que vous connaissez CyberGhost VPN? Cyber quoi? Non mais attends, c'est pas celui-là d'habitude. Avec plus de 7000 serveurs dans 90 pays du monde, 38 millions d'utilisateurs et 15 ans d'existence au compteur, CyberGhost VPN peut se targuer d'être l'un des leaders mondiaux des services de VPN. Vous voyez ce que c'est un VPN? Bah évidemment, un VPN est un logiciel qui vous permet de délocaliser votre IP n'importe où dans le monde et d'ainsi contourner les limites de géolocalisation de certains services de streaming comme Disney+, Amazon Prime, Netflix ou encore YouTube. Vous pouvez faire semblant d'être où vous voulez, comme par exemple aux États-Unis ou au Japon, où Camelot est disponible sur YouTube. Et au moins, vous aurez plus la pub de Nicolas Sarkozy qui veut vous lire Le Temps des tempêtes. Normalement. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. CyberGhost VPN est disponible sur toutes les plateformes iOS, Android, PC, Mac, Linux, mais aussi téléconnecté et console de jeu. Vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils en même temps et donc en faire profiter vos amis. Vous pouvez vous calmer. Profitez dès à présent d'une offre de moins 84% de réduction et de 4 mois offerts, soit 1,95€ par mois. Et si vous n'êtes pas satisfait, eh bien pas de souci, CyberGhost VPN vous rembourse dans les 45 jours. Alors profitez-en. CyberGhost VPN. Bonjour à tous les amis, c'est Mr Fox. Vous l'avez sans doute remarqué, ces derniers mois, avec le retour, la réouverture des salles de cinéma, on a pu voir dans nos salles obscures un certain nombre de films, et notamment des films tirés de séries. Par exemple, en mai dernier, on a pu voir dans nos salles françaises 2 films tirés d'animés japonais, ce qui est assez rare. On a eu Détective Conan The Scarlet Bullet, le 24e film Détective Conan. En plus, ils avaient rappelé tout le cast d'époque pour la VF, j'étais extatique, mais c'est un autre sujet. Mais une semaine avant, on a aussi pu voir en salle Demon Slayer, le film. Je me rappelle plus c'est quoi le titre français, mais bref, la suite directe de l'animé Demon Slayer. Et puis évidemment, en juillet, on a eu Camelot premier volet, enfin la suite 10 ans après la fin de la série, enfin même 12 ans après la fin de la série, de Camelot, on l'attendait, on est trop content. Et tous ces films tirés de série, quoi? Oui, il y a la patte patrouille aussi. C'est vrai. Et tous ces films tirés de série et tous les retours qu'on a pu voir un petit peu autour de ces films, eh ben, moi ça m'a fait poser un certain nombre de questions vis-à-vis des films tirés de série. Et globalement, une est ressortie de toutes les autres. Qu'est-ce qu'on attend d'un film tiré d'une série télé? Faut-il faire un film accessible à tous ou cibler en priorité les fans déjà acquis, quitte à laisser les autres sur le bord de la route? Faut-il conserver la structure et le style des épisodes de la série ou peut-on se lancer dans une aventure plus ambitieuse, un peu différente? Faut-il déconnecter le film de l'intrigue de la série ou faut-il l'intégrer à cet univers, le rendre canon et pourquoi pas s'en servir pour conclure la série? Bah toutes ces questions-là, je me les suis posées et je me suis dit que ce serait intéressant de les poser dans cette vidéo YouTube, de se les poser tous ensemble, donc j'attends de vous que vous inondiez un petit peu l'espace commentaire pour donner vos avis sur la question, parce que c'est évident, je vais citer un certain nombre de films, mais je vais en oublier. Alors avant de commencer à se poser toutes ces questions, je vais faire une petite mise en garde. D'abord, on va parler vraiment ici des films cinéma, donc on ne parlera pas des téléfilms, pour tout un tas de raisons que j'évoquerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais donc ça veut dire qu'on va pas parler du film Prison Break, des téléfilms Futurama, de Nouble Film, ou encore d'El Camino, le film Breaking Bad. Et deuxièmement, on va parler vraiment des films tirés de séries, mais vraiment du même lore, du même univers, sortis dans les mêmes années ou un petit peu après, des films qui partagent les mêmes acteurs, voilà, pas des remakes faits 20 ans plus tard. Donc on va pas parler des films Charlie's Angels, Mission Impossible, Wild Wild West, Jump Street, au hasard. Et du coup, corollaire, pour les séries animées, on va pas parler des adaptations live, on parlera pas du film Death Note, du film Dragon Ball, du film Full Metal Alchemist, ou pour parler un petit peu États-Unis, on va pas parler du film Dora l'exploratrice. Non, on va vraiment parler des films tirés de séries, mais qui restent vraiment dans le même univers. Ces petites précisions étant faites, on va donc se poser la première question, un film pour tout le monde ou un film uniquement pour les fans? Le film qui m'a fait me poser cette question, c'est clairement Demon Slayer. Quand il est sorti, moi j'ai demandé un petit peu aux gens qui connaissaient cet univers-là, cette série-là, je leur ai demandé est-ce que moi je peux aller le voir, parce que je connais pas du tout la série, je connais pas du tout le manga, je ne connais rien à Demon Slayer. Et les réponses ont été quasiment unanimes, non, ne va pas le voir, t'as un léger résumé au début, mais à part ça,
ça laisse totalement sur le bas-côté ceux qui ne connaissent pas Demon Slayer. Et du coup, moi, j'étais vraiment étonné parce qu'en fait, le film a marché, mais genre, le film a vraiment bien marché en France. Il a fait plus de 700 000 entrées, 720 000, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment énorme. Et pourtant, la série n'est diffusée en France ni à la télévision, ni sur Netflix, mais uniquement sur la plateforme de SVOD Wakanim. En comparaison, le film Dragon Ball Z, sorti en pleine DBZ Mania et alors que le Club Do était à son apogée, n'a réuni que 500 000 spectateurs en France. Donc miser sur l'exposition médiatique, ça reste risqué et même très risqué. Le film Digimon, à sa sortie en France, a fait un four monumental avec seulement 80 000 entrées, alors que la série était encore diffusée dans la matinale de TF1. Bon après, je sais, hein, c'est totalement des époques différentes, hein. Là je vous parle des années 90, l'époque où l'animation japonaise était considérée comme abrutissant, mais ça m'a quand même fait poser cette question, à quel moment c'est viable de miser que sur les fans? Pour moi, ça me paraît suicidaire, à moins que la licence soit vraiment universellement connue. Par exemple, dans un pays comme le Japon, où l'animation prend une place très importante dans la culture populaire, notamment les séries de Neketsu, produire un film Dragon Ball Z ou One Piece, bah c'est s'assurer un succès au box-office. Comme équivalent, dans les pays occidentaux, on pourrait citer en exemple le film des Simpsons. Les Simpsons, c'est regardé par à peu près tout le monde a vu au moins un épisode des Simpsons. Donc quand on sort Les Simpsons le film en France, on se pose pas la question de est-ce que la fanbase suffira à faire venir les gens en salle? Parce que tout le monde connaît les Simpsons. Et mine de rien, c'est une question qui se posait aussi pour le film Kaamelott. Parce que oui, tout le monde a déjà vu au moins un court épisode des premiers livres de Kaamelott, un soir sur M6 avant la météo. Mais peu se sont intéressés aux livres 5 et 6, plus sérieux, et dont le film est une suite directe. Du coup, oui, un peu avant sa sortie, je me demandais si le public suivrait. Selon moi, le truc le moins casse-gueule, le truc le moins risqué, c'est de faire du film une espèce de porte d'entrée pour la série. C'est-à-dire que les initiés, ils trouvent leur compte, se disent « Ah yes, il y a tous mes personnages préférés, etc. » Mais que quelqu'un qui connaît pas trop la série puisse se dire oh c'est sympa, tiens je vais aller voir, oh c'est intéressant, peut-être que je m'intéresserai à la série. Pour cela on utilise parfois des séquences récapitulatives comme dans les films Pokémon ou le film Kaamelott justement, mais cela peut également être intégré à la conception du film, et un excellent exemple de ça, c'est la série des 6 films Star Trek. Des films qui évidemment ont contenté les fans, heureux de retrouver leurs personnages préférés des années après l'arrêt de la série d'origine, mais aussi ont permis de faire découvrir l'univers de Star Trek à de nouveaux spectateurs, et notamment en France où la série était assez confidentielle, le tout sans tomber dans l'écueil grossier et racoleur du fan service. Alors attention, je dis pas que le fanservice c'est mal en soi, hein. Évidemment c'est toujours plaisant quand on est fan d'une série de voir un clin d'œil et tout, les fans l'auront, etc. Une petite ref, c'est cool, ça fait plaisir. Mais il faut pas que ça plombe le film. Le film des Simpsons, encore lui, illustre très bien ce problème. Sous prétexte de faire plaisir aux fans d'une série qui existe depuis 20 ans et qui a donné vie à des centaines de personnages, les scénaristes ont décidé d'accorder une scène, un moment de gloire au plus grand nombre de personnages possible, quand bien même certaines de ces scènes sont inutiles, molles et ralentissent l'action du film. Et du coup bah tu te retrouves avec des scènes, des mini-scènes qui sont là juste pour que on voit tel personnage, pour dire ah vous avez vu il est là. Genre il y a une scène pour Clétus. Qui s'en fout de Clétus? Et il y a une scène pour le vendeur de BD, et il y a une scène pour... Enfin voilà, tout est prétexte à faire apparaître tous les personnages des Simpsons, et du coup bah c'est assez plombant, je trouve, pour le film de manière générale. Bref, tout ça pour dire qu'il faut faire un film qui soit accessible au plus grand nombre, au public standard, mais qui réussisse quand même à séduire les initiés, parce que quelque part les initiés vont être un peu le pied dans la porte. C'est-à-dire que si le film intéresse les fans de la série, ben les fans de la série peuvent être susceptibles d'y amener des gens qui connaissent pas trop la série en disant tu vas voir on va passer un bon moment. Donc ça c'est un petit peu je pense là-dessus que compte un certain nombre de producteurs, de distributeurs, et notamment quand c'est des films à petite fanbase quoi. Et ça je pense que c'est un truc qui est plus facile à faire quand on a une série un peu épisode unique comme je l'appelle, une série dont il y a une intrigue par épisode et un léger fil rouge, les séries à filler disons-le. Ce qui nous amène à la deuxième question que je me pose et que je vous pose dans cette vidéo, est-ce qu'on fait un gros épisode ou est-ce qu'on fait quelque chose d'un peu plus ambitieux? Alors on est bien d'accord, hein, personne n'a envie d'aller au cinéma, de payer sa place 10 € ou plus pour voir un gros épisode d'1h20, d'1h30, de 2h, personne n'a envie de voir ça. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui me faisait peur en allant au cinéma voir Détective Conan, The Scarlet Bullet. Parce que la série Détective Conan, je la connais, hein, je la regardais un petit peu quand j'étais au collège, au lycée, et c'est vrai que d'un épisode à l'autre, l'intrigue elle avance pas vraiment. Je veux dire, on en est à plus de 1000 épisodes et Conan n'a pas beaucoup avancé dans sa quête pour retrouver son corps d'origine. Ça fait 25 ans et Ran est toujours au lycée et n'a toujours pas fait le rapprochement entre Conan et Shinichi. Parce que la plupart des épisodes, bah, ils ont la même structure. Une affaire à résoudre,
Conan enquête pendant que les adultes galèrent, on l'écarte en mode t'es qu'un gamin, il prend sa grosse voix et annonce le coupable, et puis il reprend son rôle de gamin. Et moi j'avais un peu peur que ce soit juste ça pendant 1h50 quoi. Et 1h50 c'est long. Du coup il faut qu'il y ait quelque chose en plus pour que ça marche. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'il n'y a pas dans la série. Et là en l'occurrence sur Détective Conan, on a une scène d'action, un climax qui marche assez bien. Une scène dans un train qui va à grande vitesse, etc. Un sniper et tout, il y a plusieurs éléments qui gravitent autour de cette enquête. Bon, le film est plutôt plaisant à suivre. C'est pas un grand chef-d'œuvre, hein, mais on retrouve quand même quelque chose qui nous fait tenir 1h50 au lieu des 20 minutes habituelles. Et avec cette scène plus ambitieuse, Détective Conan illustre assez bien un point névralgique quand on adapte une série d'animation au cinéma. Il faut qu'on voit la thune à l'écran. Il faut qu'on sente que ça valait le coup d'injecter des millions de dollars dans cette aventure plus longue. Il faut que le spectateur sente que ça valait le coup de payer sa place 10 $ plutôt que d'attendre qu'il soit diffusé à la télé. En un mot, il faut que ça fasse cinéma. Et ça, on doit pouvoir le voir dès le visuel. Ça peut être minime, comme dans les Simpsons, qui ajoutent des ombres et des foules en 3D, en plus de l'aspect cinémascope, mais ça peut aussi être plus évident, comme les films de Dragon Ball Z, dont les combats sont plus détaillés, plus dynamiques et plus fluides que ceux de la série. Dans Pat' Patrouille, on y revient encore et toujours, hein, tout simplement le film ressemble à quelque chose. Je sais pas si vous avez déjà vu un épisode de Pat' Patrouille, mais enfin ça ressemble à rien. Écarte-toi, j'arrive. Merci Ruben. Canon à eau. Je suis pas allé voir Pat' Patrouille le film, je le reconnais. Mais des images que j'ai pu voir dans la bande-annonce, ça a quand même une autre gueule. Parce que ça, mine de rien, c'est un truc que les producteurs de télé ont très vite compris. On ne peut pas se contenter de mettre bêtement un épisode sur le grand écran. Je sais pas si vous avez vu la super vidéo de Mea sur le film La Bande à Picsou, que je vous recommande chaudement, mais il explique que à la base, le film La Bande à Picsou qui devait sortir au cinéma, c'était les 2 premiers épisodes de la série animée ou un truc comme ça, et il s'était rendu compte que l'animation de la série sur grand écran, elle passait pas du tout. On n'exige pas forcément la même chose en termes d'animation d'une série qui passe sur un petit moyen relativement grand écran et un truc qui va passer sur un écran de 4 mètres de large. Faut que ça ait de la gueule, il faut que ça pète. Alors ça peut passer par l'animation, mais pas que. Par exemple, Bob l'éponge le film. Si le style visuel ne change pas beaucoup et peut passer inaperçu pour le spectateur distrait, le film se permet d'inclure des scènes en prise de vue réelle avec des pirates et de situer le climax émotionnel du film dans un lieu réel. Parce que si on voit pas la thune à l'écran, ça pose problème. Et c'est la question que je me suis posée d'ailleurs devant les bandes annonces de Demon Slayer. En l'occurrence, comme j'avais pas vu la série, je ne suis pas allé le voir, mais quand je voyais les bandes annonces, je me disais ça a quand même l'air de ressembler pas mal à la série animée quoi. Et mine de rien, c'est une question que je me suis aussi posée quand j'ai vu My Little Pony le film, qui m'a été offert par un gentil abonné qui se reconnaîtra. Alors bien sûr, la direction artistique est plus ambitieuse et plus riche qu'un épisode de la série, mais My Little Pony a un style graphique très particulier qui me semble difficile d'améliorer à l'infini, sous peine de se heurter à un plafond de verre, même si bon, il est toujours possible de jouer avec ce genre de parti pris esthétique de base, et le film des Super Nanas en est un excellent exemple. Mais il est également possible d'utiliser d'un artifice typique de ce genre de production, et My Little Pony le fait allègrement, l'ajout de chansons. Et on en vient à une autre manière d'apporter un peu de cinématographie et d'ambition à une série transposée au grand écran, la musique. Quand on conçoit la musique d'une série, on est conscient qu'elle va passer dans les enceintes pourraves de l'écran, des enceintes stéréo en face du spectateur, donc c'est pas forcément la peine de sortir le grand orchestre symphonique, un orchestre virtuel ça suffit largement. Sauf que quand on diffuse un film au cinéma, c'est 5, 7, 9, 20 enceintes qui sont autour de soi, et clairement, là, tu peux plus te contenter d'un orchestre virtuel. C'est pas pour rien qu'on enregistre quasiment systématiquement les musiques de films avec un orchestre. Parce que ça s'entend dans une salle de cinéma. Donc typiquement, les chansons, c'est le truc facile un petit peu pour apporter quelque chose que n'a pas la série. Parce que les chansons, ça coûte du pognon, hein, à composer, à orchestrer, à interpréter. Clairement, c'est quelque chose qu'une série qui sort un épisode toutes les semaines peut pas se permettre toutes les semaines. Et quand bien même elle le pourrait, car il est vrai que la série d'origine contient des chansons, on parle bel et bien ici de véritables numéros musicaux. Dans la tradition de la comédie musicale grandiloquente, de Chantons sous la pluie au Magicien d'Oz, de West Side Story à Chicago, sans parler bien entendu des grands classiques Disney dont la portée cinématographique n'est plus à démontrer, et desquels ces films d'animation tirés de séries cherchent à s'approcher. Mais même sans parler de chansons, hein, simplement ajouter une bande son orchestral, ça donne tout de suite une autre ampleur à une série, ça lui donne une texture film, j'allais dire. Ça, typiquement, on a très bien pu l'entendre dans Kaamelott, hein, y a pas mal de critiques qui ont dit que c'était
aussi un film de compositeur, et qu'on sentait qu'Astier s'était fait plaisir à composer des super musiques pour bien les mettre en image. Mais même à côté de ça, un exemple qui me vient souvent en tête, c'est les 3 premiers films Pokémon. Je dis les 3 premiers parce que c'est les seuls qui ont été réorchestrés par les États-Unis. En effet, si la version originale japonaise est illustrée par des musiques réorchestrées certes, mais assez proches de celles du dessin animé, la version américaine et donc européenne du premier film illustre les scènes de combat et de panique de façon un peu plus grandiloquente, ce qui ajoute à la dimension cinématographique de l'œuvre. Bon après, depuis tout à l'heure, je parle de force, d'ambition, d'intensité, etc. machin, mais un film, ça peut aussi être l'occasion de donner un côté peut-être plus lyrique, de poser un peu plus les choses, de prendre plus de temps, parce qu'on est plus condensé en 20, 30 minutes, même 50. Si on prend 1h30, 2 heures, eh ben on a plus de temps peut-être pour se poser, pour parler de nos personnages, qu'on n'a peut-être pas eu le temps de creuser plus que ça dans la série. Des moments qu'on peut pas toujours se permettre en série, parce qu'il y a toujours cette hantise de est-ce que le spectateur va zapper s'il s'ennuie. Là, il a payé sa place, il est au cinéma, on peut lui demander de prendre 5 minutes pour se poser, peut-être pour avoir des moments un peu plus poétiques, un peu plus lyriques, et ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut bien voir dans Le Château de Cagliostro, qui est tiré de la série Lupin. Alors bien sûr, je suis sans doute un peu influencé par le fait que le film est réalisé par Hayao Miyazaki, mais on ne peut pas nier que le film n'a pas le même rythme qu'un épisode de la série. On a des moments plus doux qui permettent d'approfondir un peu le personnage de Lupin. J'ai aussi ressenti ça dans un des films Pokémon, en l'occurrence Pokémon 6, Jirachi le génie des vœux. Contrairement aux films 1, 2 et 3 qui sont plus bruyants et tonitruants, le 6e film est beaucoup plus paisible et poétique, et on s'attarde un peu sur la relation fraternelle entre Flora et Max, relation qui n'est pour ainsi dire jamais évoquée dans la série. Donc on a quelque chose peut-être d'un peu plus personnel. C'est aussi ça parfois les films. On retrouve aussi cela dans le film Cowboy Bebop. Son intrigue pourra être condensée en un épisode en se concentrant sur l'essentiel, mais le film s'autorise des moments plus lyriques, plus touchants, et approfondit là encore certains de ses personnages. D'autant plus qu'ils sont cruellement mis en danger, plus qu'ils ne l'ont jamais été dans la série. Et je pense que tout ça, il faut le relier aussi un petit peu à la question des enjeux. C'est quelque chose de récurrent dans les films tirés de série, l'intensification des enjeux. Si les héros risquent leur vie dans la série, c'est le sort du monde, de l'univers qui sera en jeu dans le film. Si les héros sont rarement en réel danger dans la série, ils peuvent l'être dans le film. Si des personnages sont très liés dans la série, cette relation peut être mise à mal, voire brisée. Et à l'inverse, deux personnages qui sont ennemis jurés dans la série peuvent être forcés par le destin de collaborer. La recherche d'ambition n'est pas seulement visuelle, elle est aussi narrative. Et pour moi, typiquement, un film qui résume bien ces histoires d'enjeux et d'ambition, ambition artistique, ambition d'aventure, ambition morale, lyrique, etc., bah c'est la bande à Picsou. Le trésor de la lampe perdue n'est pas seulement plus beau que la série, il est aussi plus intense. La narration va passer par des moments plus sombres où Picsou va perdre sa fortune, être mis en prison face à un méchant menaçant. Et c'est d'autant plus intense que la série était à ce moment-là terminée. Ce qui n'est pas vrai pour toutes les séries, et cela nous amène petit à petit à la troisième question. Un des principaux problèmes de faire un film d'une série en cours de diffusion, c'est justement ces enjeux, parce que on sait que à la fin du film, on sera revenu au statu quo. C'est-à-dire qu'on sera revenu à la situation initiale du film, parce qu'il faut pas que le film ait d'empreinte sur la série. Et du coup, voilà, on en arrive à la troisième question que j'ai évoquée en introduction. Est-ce qu'on fait du film une sorte de filler, un truc déconnecté du reste de la série, ou au contraire, est-ce qu'on décide de faire du film une pierre angulaire de l'intrigue, et pourquoi pas même la conclusion de la série? Et c'est pour cette raison, pour cette question, que j'ai décidé d'exclure d'emblée les téléfilms au début. Je vous avais dit que j'y reviendrai. Parce qu'un téléfilm, comme son nom l'indique, il est diffusé sur le même support que la série d'origine. Prison Break était diffusé sur la Fox, le film passe sur la Fox. Noob est diffusé sur YouTube, le film passe sur YouTube. Breaking Bad, après sa diffusion sur AMC, a gagné en popularité une fois sur Netflix. Et ben El Camino, c'est un film Netflix. C'est le même canal de diffusion avec assez souvent le même budget, ça a globalement la même gueule, et surtout, ça touche le même public, qui n'a même pas à bouger de son canapé pour y accéder. C'est beaucoup plus compliqué pour un film cinéma. Si la conclusion de la série est exclusive au cinéma, le spectateur peut se sentir floué de devoir fournir un effort et un budget supplémentaire pour avoir le fin mot d'une histoire qui suit depuis des années. Vous savez, c'est un peu comme les DLC dans les jeux vidéo. Si vous avez la fin de votre jeu uniquement en DLC, le public il risque de faire la gueule, hein. Parce qu'il a payé pour un jeu complet. Du coup voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire avancer le lore ou est-ce qu'on doit
rester faire du surplace pour que le film soit dispensable. L'histoire déconnectée a ses avantages et est généralement la plus utilisée pour les films tirés de Neketsu. Elle laisse les créateurs et les producteurs plus libres et permet de laisser libre cours à leurs fantasmes et ceux des spectateurs. De plus, les films n'étant pas indispensables à la compréhension de la série, on évite le fameux problème du « non mais faut avoir vu le film pour comprendre cette sous-intrigue, tu vois ». Son principal inconvénient, cela dit, c'est justement ce côté dispensable, qui fait qu'un fan aura parfois l'impression d'avoir vu ce film pour rien, puisqu'il n'a aucune conséquence. Vous avez dit contradictoire ? Ouais, c'est chiant un fan. Et pour compenser, les créateurs auront parfois tendance à plonger tête première dans le fanservice indigeste. Cette idée de film filler déconnecté du reste, ça peut être très compliqué à gérer si la série est encore en cours de diffusion. Là-dessus, les films Dragon Ball Z sont de très bonnes illustrations. Ils ont été diffusés dans les salles japonaises tout au long de la diffusion de la série, ce qui fait qu'ils étaient périmés, pour ainsi dire, au bout de seulement quelques semaines. Le premier film se déroule quand Gohan est encore tout petit, ce qui n'a pas de sens chronologiquement. Dans l'offensive des cyborgs, t'as carrément Trunks qui fait les courses, donc c'est cool parce que c'est prétexte à des super combats, mais c'est un peu tout, et ça peut contenter un certain public, mais en décevoir un autre. Du coup, le filler, ça a ses inconvénients, la fin exclusive au cinéma, ça a ses inconvénients aussi, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ben, un bon compromis, qui est parfois utilisé par certains studios, c'est le truc de la fin supplémentaire. Le petit addendum, c'est-à-dire que la série a sa fin, mais on propose une sorte de deuxième fin, une fin un peu plus poussée, une sorte de qu'est-ce qui se passe après le et ils vécurent heureux. C'est le cas, me semble-t-il, parce que je les ai pas vus et j'ai pas vu la série, des films Sex and the City et Downton Abbey, mais c'est le cas aussi de certains films tirés d'animés japonais, comme le film Full Metal Alchemist Conqueror of Shambhala qui fait suite à la première série. Vous savez, celle qui est bien. Ah, j'adore mettre une pièce dans la machine, j'adore. La fin du premier animé est une fin ouverte, mais tout à fait satisfaisante, où on voit Edward de son côté, Alphonse du sien, et se dire qu'un jour peut-être ils seront réunis. Et ben le film nous propose la suite, nous propose la fin, entre guillemets, en répondant à certaines questions qui étaient laissées en suspens, sans que ce soit gênant. Du coup, la série se suffit à elle-même, mais le film est une sorte de bonus. Donc ça, c'est plutôt un bon compromis, dans le sens que ce n'est pas indispensable pour que la série soit terminée, et que ça fait plaisir aux fans. Mais, exactement comme la fin de série, elle laisse sur le côté les non-initiés. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les autres ne se sentent pas trop lésés ? Eh ben, la solution la plus courante, c'est de faire un récapitulatif. De réexpliquer, parfois brièvement, parfois pas du tout brièvement, de quoi il est question, qu'est-ce que c'est est-ce qu'on en était resté, c'est quoi le contexte du film, quand est-ce que ça se passe, etc. L'espèce de petit carton qu'il y a au début du film Kaamelott. Et un excellent exemple de ça, c'est le film The End of Evangelion. Littéralement, la fin d'Evangelion. On peut pas faire plus littéral. Alors je vais pas vous refaire toute l'histoire d'Evangelion parce que c'est un petit peu compliqué, mais en gros, c'est une série de 26 épisodes, et la fin a pas vraiment convaincu le public. Du coup, The End of Evangelion a été pensé comme une nouvelle fin, une autre fin, à la place des épisodes 25 et 26. Et du coup, à ce moment-là, il a été décidé de sortir 2 films, Death and Rebirth et The End of Evangelion. Death and Rebirth, qui est une sorte de récapitulatif des 24 premiers épisodes, agrémenté de nouvelles séquences et se terminant par le début de The End of Evangelion, et The End of Evangelion, une version alternative des épisodes 25 et 26. Et grâce au premier film, Death and Rebirth, ceux qui ne connaissaient pas du tout Evangelion arrivaient dans The End of Evangelion en territoire connu. Enfin, ça implique de sortir 2 films quand même, donc c'est contraignant. Et du coup, puisque j'ai cité The End of Evangelion, je me sens un petit peu obligé de citer un opposé, la disparition de Haruhi Suzumiya. C'est un film qui a énormément de très bonnes notes sur Sens Critique, donc j'étais vraiment très curieux de ce film, mais on m'a dit, faut vraiment avoir vu la série pour comprendre de quoi il est question. Et effectivement, il fallait avoir vu la série pour comprendre de quoi il était question, du coup j'ai dû regarder la série pour finalement regarder le film. Ce qui est quand même contraignant, et ce qui devrait pas être le cas pour tous les films tirés de série. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Alors certains films arrivent assez brillamment, il faut bien le dire, à combiner les deux. C'est-à-dire à faire quelque chose qui aura de l'impact sur la série, sans être indispensable, et tout en restant compréhensible pour le public qui ne connaît pas la série. Et là, quand je vais dire le nom, vous allez lever les yeux au ciel, mais c'est vrai. C'est les Razmoket, le film. Le film des Razmoket est, je trouve, très malin, parce qu'il arrive à introduire un nouveau personnage, le petit frère de Casse-Bonbon, Bébé Jules, qui deviendra un personnage de la série, tout en restant dispensable et compréhensible pour mes copains d'école qui ne regardaient pas les Minicums. Et tout ça en plus des qualités cinéma que j'ai citées avant. Hausse du budget de l'animation qui permet plus d'audace dans la mise en scène, intensification des enjeux dramatiques et du rayon d'action, sans parler des chansons, bref,
un film de cinéma. Alors attention, je dis pas que c'est un excellent film, hein, je dis simplement qu'il cumule toutes les qualités d'un bon film tiré de série qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant. Alors récapitulons un petit peu le tout et posons-nous la question de comment contenter tout le monde. Que le film soit viable, que les fans soient contents et que les non-initiés puissent y voir un intérêt. D'abord, vous l'aurez compris, il faut éviter de tomber dans le piège du gros épisode. Ça ne plaît généralement à personne. Donc il faut qu'il y ait une vraie hausse d'ambition, il faut qu'on sente qu'on est au cinéma. Il faut que l'univers de la série soit compréhensible pour les non-initiés. Donc s'il y a des choses cryptiques, il faut absolument les décrypter. Et à côté de ça, il faut quand même flatter le fan, il faut rendre hommage à sa connaissance de la série sans tomber dans le fanservice un peu racoleur. Encore une fois, le fanservice, c'est pas un mal en soi, mais il faut le faire quand même un peu finement, il faut flatter le spectateur sans non plus le faire ronronner et céder à tous ses caprices. Si la série est encore en cours de diffusion, il faut apporter quelque chose que la série n'a pas, pourquoi pas un nouveau personnage comme ça a été fait dans les Razmoket le film, mais il faut pas que le film soit indispensable. Si le film devient indispensable à la compréhension de la série toujours en diffusion, là c'est quand même un gros écueil et à ma connaissance il y a très peu de films qui sont tombés là-dedans. Globalement il faut apporter quelque chose qu'il n'y avait pas dans la série d'origine, quelque chose d'inédit, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et typiquement dans le film Dragon Ball Z qui est sorti en 95, il y avait Gogeta. Et Gogeta il existait que dans les fantasmes des spectateurs à ce moment-là. Alors comment condenser tout ça, comment réussir à combiner un petit peu tout ça? Il y a une éventualité un peu cool qui est explorée par certains producteurs, c'est l'idée de l'intrigue parallèle, slash préquel, slash reboot. Proposer quelque chose de neuf à partir de ce qui existe déjà, tout en conservant l'univers de la série. Là, je parle pas de remake 20 ans après, encore une fois, je parle pas des films Mission Impossible ou Jump Street. On va plus parler d'intrigue parallèle, de quelque chose qui peut se suivre parallèlement à la série, voire même de quelque chose qui se déroule dans le même univers avec les mêmes personnages, mais où c'est pas la même histoire. Là encore, un cas d'école, c'est Evangelion, et sa série de films Rebuild of Evangelion, dont le 4e volet est sorti il y a pas très longtemps en France. Rebuild of Evangelion, c'est, comme son nom l'indique, une nouvelle manière d'appréhender Evangelion. C'est toujours les mêmes personnages, hein, on a toujours Shinji, Misato, Asuka, Rei, c'est le même univers, les mêmes décors, le même Japon, c'est les mêmes voice actors, donc on est vraiment sur une nouvelle interprétation d'Evangelion, accessible donc aux nouveaux venus, mais où les fans seront contents parce que c'est à nouveau cet univers qu'ils connaissent bien, mais une nouvelle relecture. Un autre exemple de cette situation, un exemple que j'aime bien en l'occurrence, c'est le 20e film Pokémon, Pokémon Je te choisis. Là où les 19 premiers films Pokémon suivaient la saison en cours, Pokémon 20 c'est une sorte de reboot. On suit Sacha, qui se réveille pas le matin, qui rencontre pour la première fois Pikachu, et puis petit à petit il va rencontrer des amis qu'on n'a pas vus avant, il va rencontrer des rivaux qu'on n'a jamais vus avant, et puis on va raconter une autre histoire avec d'autres scènes, etc. Et on va se concentrer sur quelque chose qui n'est que survolé dans les épisodes de la série, la relation entre Sacha et Pikachu. Ce qui est cool avec cette idée de reboot intrigue parallèle, c'est que il y a plus problème d'enjeu, parce que tout peut arriver. À partir du moment où on raconte une histoire différente, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui marche dans Pokémon 20, puisqu'il y a des scènes où on est vraiment dans l'expectative, parce que dans la mesure où c'est une intrigue parallèle, on sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer après. On s'en doute un petit peu, hein, on va pas se mentir. Mais le film a ce pouvoir sur nous, alors que s'il était vraiment attaché à la série, comme les 19 premiers, on sait d'avance comment ça va finir. Donc voilà, cette idée d'intrigue parallèle, ça me semble être un bon compromis pour faire plaisir aux fans et en même temps séduire un nouveau public. Dans le même état d'esprit, on peut citer les origin stories, les films qui retracent la jeunesse de certains héros, comment ils se sont rencontrés pour la première fois, etc. Enfin, je citerai un dernier cas, plus rare, les films centrés sur un nouveau personnage autour duquel gravitent les personnages de la série. Et c'est un petit peu ce vers quoi se dirige le film Le Visiteur du Futur. Alors on sait pas grand chose du film pour l'instant, on n'a pas de bande-annonce, on n'a pas d'image, d'affiches, etc. Mais on sait, avec le site du distributeur, que l'histoire, ça va être l'histoire de deux personnages joués par Enya Barou et Arnaud Ducret, qui sont des nouveaux personnages et à qui il va arriver des trucs dans l'univers du Visiteur du Futur, et va y avoir les acteurs du Visiteur du Futur. Je pense que le Visiteur du Futur, Florent Dorin, va avoir un rôle majeur dans cette histoire. Ça parle de la brigade temporelle, donc j'imagine qu'il y aura Lenny Cherino, Mathieu Poggi, etc. Du coup, ce sera un film qui sera accessible aux nouveaux arrivants. En même temps, c'est mieux, vu que le Visiteur du Futur reste quand même une petite web-série. Et à la fois, les fans de la série retrouveront leurs personnages préférés, donc tout le monde y gagne, tout le monde est content. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les pistes que je voulais évoquer. Désolé si j'ai été un petit peu confus sur certains points. Je voulais être un petit peu exhaustif pour qu'on ait un peu de matière, pour qu'on ait un petit peu de quoi travailler et de quoi discuter en commentaire. Parce qu'encore une fois, toutes ces questions, moi, je continue de me les poser, même si, au fur et à mesure que j'ai exploré le sujet, j'ai trouvé ma réponse.
La réponse à la question que j'ai posée en début de vidéo, quel est le meilleur film tiré de série? Au bout du compte, le film qui respecte un petit peu toutes les qualités que j'ai pu évoquer, qui pourrait contenter à la fois les fans de la série et les pas fans, qui apporterait quelque chose, etc. Qu'est-ce que ça peut être? Vous vous en doutez, c'est un film dont j'ai pas encore parlé pour garder un petit peu le suspense. Donc pour moi, le meilleur film tiré d'une série, bah c'est South Park le film. South Park le film, en plus de cocher toutes les cases des qualités que j'ai pu évoquer jusqu'à maintenant, est un excellent film. Donc c'est tout bénef. Les enjeux narratifs, ils sont plus importants, on passe quand même de la petite ville du Colorado à Satan débarque sur Terre. L'ambition artistique se fait vraiment ressentir, et ce malgré une nouvelle fois un style graphique difficile à upgrader. Les grandes musiques orchestrales, les scènes de guerre, de combat qui sont difficiles à mettre en place dans la série, et évidemment ce côté grande comédie musicale digne de Broadway, il y a quand même une dizaine de chansons. Bref, on voit où est passée la thune. Il y a aussi plus d'ambition dans les thématiques abordées, en l'occurrence on parle de la censure de la liberté d'expression, du rôle des parents dans l'éducation, des gros mots, etc. C'est des thématiques qui étaient déjà légèrement abordées dans l'épisode La Mort, et on sent que là, les créateurs de la série ont voulu mettre un peu plus de cœur dans cette thématique-là. En plus de ça, ils ont eu l'intelligence de le faire au début de la série, ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de personnages secondaires, il n'y a pas énormément de développement, donc on n'est pas obligé de caser un maximum de personnages pour faire plaisir aux fans, mais on a quand même du fanservice bien dosé, avec une version longue d'une des chansons de la série sur la mère de Kyle, et puis surtout, le fan de longue date est récompensé par Kenny, qui apparaît sans cagoule pour la première fois. Ça, quand tu suis la série, c'est waouh, c'est quand même quelque chose, même si aujourd'hui ça a perdu un peu tout son sens. À l'époque, c'est waouh, le visage de Kenny, quoi. Et puis à côté de ça, le film n'est pas un bête filler, dans le sens que les événements du film vont avoir un impact dans la série. Il n'est pas indispensable pour suivre la vague intrigue globale de South Park, mais on y fera référence, notamment dans la relation entre Terrence et Philippe, ou entre Satan et Saddam Hussein. C'est un film qui est parfaitement accessible pour les non-initiés, pour ceux qui connaissent pas du tout South Park, grâce à sa magnifique séquence d'introduction qui présente tous les personnages et tous les lieux en chanson. C'est digne d'un Disney, c'est absolument génial. Le film est drôle, le film est bien rythmé, le film est bien mené, le film est bien écrit, donc y a pas à tortiller. Le meilleur film tiré d'une série, pour moi, eh ben c'est South Park le film. Mais j'imagine qu'en commentaire, vous vous ferez une joie de me dire le vôtre. À vrai dire, je compte un peu sur vous là pour le coup. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo qui était sans doute un petit peu longue, en tout cas au tournage elle est très longue. Encore une fois, désolé si c'est un petit peu confus, mais je voulais vraiment aborder plein de sujets dans cette vidéo. J'ai essayé de le structurer, j'espère que le résultat est concluant. En complément de cette vidéo, je vous recommande celle du Fossoyeur de film et du capitaine du Nexus 6 sur le film Cowboy Bebop, qui m'a pas mal aidé dans l'écriture de cette vidéo, ainsi que la toute récente de Patrick H. Willems, désolé c'est en anglais, sur qu'est-ce qui est vraiment cinématographique. Une question que je me suis beaucoup posée pendant le montage de cette vidéo et que je continue de me poser encore. Merci également à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, c'est très pratique pour avoir les catalogues étrangers ou des catalogues français, en l'occurrence HeroCorp, c'est toujours pas dispo sur des plateformes de SVOD, donc c'est l'occasion. En plus de ça, il y a 84% de réduction et 4 mois gratuits offerts, tout est dans la description, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne et sur celle de Brigitte Lecordier. On est en train de préparer plein de petits projets, etc. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!